Bienvenue sur Al24 News pour une émission spéciale, mesdames et messieurs, toujours au CIC, Centre international des conférences, pour poursuivre notre dialogue autour de l'IATF 2025, où la plateforme du commerce interafricain, son agenda, ses pendants, ses objectifs, ses acteurs et surtout ses défis qui sont nombreux. Certes, l'Algérie compte bien y répondre, à savoir l'articulation de l'intégration économique africaine et donc du souverainisme continental. Cela va sans dire. L'Afrique est riche, très riche, sauf que ses ressources ne profitent pas aux natifs de ces terres. Comment restaurer cet équilibre? Le chemin est exigeant, certes. Néanmoins, la volonté se déploie, incarnée par l'Algérie, comme avec ce rendez-vous de l'IATF, à savoir redonner à l'Afrique sa pleine mesure. Le futur en dépend, on en parle et c'est tout de suite. Parlons du commerce interafricain et le traduire en réalité. D'autres continents ont bâti ce type d'architecture. Eh bien, l'Afrique répond aussi enfin à l'impératif catégorique. Il est temps. Pour en parler, nous avons avec nous sur le plateau Mouloud Khelif, fondateur de Algerian Adventure. Bienvenue. On continue notre discussion et notre débat autour de l'IATF et des sujets inhérents. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez une journée très chargée. Vous avez parlé avec des officiels algériens, vous avez parlé de l'économie, vous avez parlé aussi de l'industrie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner votre ressenti par rapport à cette journée? Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, c'est la troisième journée intense. En fait, ces journées sont très intenses, mais très riches. Hier, nous avons eu une journée basée sur la diaspora, avec les plus hautes autorités, avec la présence du Premier ministre. Et aujourd'hui, ça a continué. On a eu la chance d'être invité par le Premier ministre, Premier ministre par intérim, en présence du secrétaire d'État en charge de la communauté nationale, pour une rencontre informelle et un déjeuner. Et c'était très parlant parce qu'en fait, beaucoup de personnes étaient là dans un contexte quand même assez officiel pour la première fois. J'ai échangé avec beaucoup de personnes à la diaspora et ils étaient complètement étonnés de voir le Premier ministre de notre pays qui était là en train de discuter de manière très informelle avec les membres de la diaspora et en faisant un appel à toute la diaspora en leur demandant de venir travailler en Algérie, de venir investir en Algérie. Il a particulièrement parlé du secteur de l'automobile comme exemple. Il l'a utilisé comme un exemple du secteur industriel, étant donné que lui était ministre de l'Industrie jusqu'à récemment. Et il a encore fait un appel à tous les experts, à toutes les expertises venant d'Algérie et d'ailleurs, pour aider à bâtir un secteur automobile fort et que toutes les portes étaient ouvertes pour les membres de la diaspora. Que des initiatives positives globalement. Alors ça, c'était pour la journée d'aujourd'hui. Alors Mouloud Khelif, vous le dites souvent, l'Afrique est un espace large qui regorge beaucoup de ressources. Malheureusement, ces ressources ne profitent pas aux natifs. Il est temps que la valeur ajoutée s'articule en Afrique même. Oui, traditionnellement, historiquement, l'Afrique a été perçue, notamment par les grandes puissances, comme un terrain de jeu où on allait chercher les matières premières, pas chères si possible, et on vendait nos produits. Et c'est ce qui a été fait pendant très longtemps. Finalement, ils ont été aidés par les Africains eux-mêmes. Hein. On ne peut pas non plus aussi dire que c'est seulement la faute de ces pays-là. Pendant longtemps, tout le monde s'est contenté de cette situation, ça a arrangé tout le monde, mais ce n'était pas au bénéfice des Africains. Alors maintenant, la donne a changé. Depuis le début de la discussion sur la ZLECAf, les discussions ZLECAf, ça commence autour de 2013. Donc la situation commence à changer, les leaders africains commencent à se rendre compte que les choses changent, on ne peut plus continuer, la pression démographique devient de plus en plus intense, il faut trouver des solutions. Et donc on se dit maintenant, les modèles ailleurs c'est quoi? C'est de créer des marchés uniques pour être plus forts ensemble. Et finalement, quand on y pense, 12 ans plus tard, c'était presque visionnaire parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où l'administration américaine a complètement changé depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Donc elle est passée d'une logique ouverte, commerce ouvert, etc., multilatérale, à une logique protectrice, en mettant des tarifs sur tous les pays et en négociant de manière bilatérale et en utilisant sa force, son levier de négociation sur les pays. Une image qu'on a vue partout il y a quelques semaines de plusieurs chefs d'État qui ont été reçus par le président américain
Voilà, un petit peu comme des enfants à qui on donnait des bons points et des mauvais points. Donc l'Afrique réalise que, oui, seul on peut faire des choses, mais ensemble on peut aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus fort justement dans la négociation. Alors Mouloud, vous faites bien de parler de la ZLECAf. On parle de, selon les prévisions, de 450 milliards de dollars qui seraient dégagés pour les économies africaines d'ici 2035, une échéance de 10 ans. Est-ce qu'on est dans les temps ? Moi, je pense que c'est ambitieux, mais c'est faisable. Et il y a une raison à ça. La volonté politique, elle est là. Si vous regardez la construction d'une zone de libre-échange, quelle qu'elle soit, mais particulièrement en Afrique, on a besoin de locomotives. En Afrique, on a plusieurs locomotives de poids. Bien sûr, l'Algérie, qui joue son rôle, hein, clairement. Le président de la République l'a réaffirmé encore il y a 2 jours lors de l'ouverture. Vous pouvez compter l'Algérie, il a dit, vous pouvez compter sur l'Algérie, nous sommes là pour la construction, nous allons mettre les moyens. Et lorsque nous développons des infrastructures en Algérie, ce n'est pas uniquement pour l'Algérie. La transsaharienne, ce n'est pas une infrastructure algérienne, c'est une infrastructure qui est africaine, qui va être une colonne vertébrale. Maintenant, il y a d'autres pays qui peuvent jouer ce rôle et qui vont le faire. L'Afrique du Sud, bien sûr, le Nigeria, d'ailleurs le prochain IATF va avoir lieu à Lagos, c'est un signe, à Lagos, au Nigeria. L'Égypte, donc on va avoir 4-5 locomotives qui vont pouvoir tirer tout le monde vers le haut. Et logiquement, on va être capable de faire ça beaucoup plus vite que, par exemple, l'Union européenne. Le marché européen a mis des décennies à se mettre en place. Et quand on y réfléchit, tout se met, c'est un petit peu comme si on avait toutes les planètes alignées, tout se met en place. Les événements géopolitiques aussi autour font tout pour mettre la pression pour que ça se mette en place. On est dans une situation quand même d'instabilité géopolitique. Donc les pays africains se rendent compte que le temps compte aujourd'hui. On ne peut pas dire oui, c'est quelque chose qu'on va faire sur un horizon de 15 ou 20 ou 25 ans. 10 ans, c'est déjà long. 5 ans, c'est long. Moi, je dirais que l'objectif le plus important, avant les 2035, c'est 2030. Et 2030, c'est doubler la part du commerce intra-africain. Justement, le commerce intra-africain, vous faites bien d'en parler, on parle d'intégration inter-africaine, c'est le débat. Il y a cette donnée qui circule, le commerce inter-africain se situe entre 15 et 16%, c'est très modique pour ne pas dire très faible. Quand on voit les échanges commerciaux avec la Chine, c'est 35%, avec l'Union européenne, c'est 20%. Malheureusement, on est obligé de le dire, Mouloud, la tâche sera très exigeante pour densifier cette relation commerciale. Il y a forcément un déséquilibre. Comment faire? Quelle est l'urgence pour justement réajuster cet équilibre ou ce déséquilibre? C'est un travail d'équipe, c'est pas le travail d'un pays. Un pays tout seul ne peut pas rééquilibrer cela. Et puis, est-ce que vous pensez que les Européens, que les Chinois, que les Américains et que les Japonais ne vont pas réagir? Donc forcément, quand vous savez que la part du commerce de l'Afrique avec l'Union européenne dépasse 30%, je pense que c'est 32-33%. Donc les Européens ont des intérêts. Donc les Européens vont bien entendu essayer de garder ces intérêts. Moi, je pense qu'il faut éviter d'aller en confrontation, c'est-à-dire d'opposer les deux, d'opposer le commerce intra-africain et le commerce extra-africain. L'idée, c'est d'augmenter la part, le gâteau. Si vous augmentez le gâteau et que vous rééquilibrez simplement les parts, tout le monde va avoir une part, tout le monde va être content. Il ne faut pas aller dire on va diminuer en volume, diminuer le volume des échanges. On a besoin d'échanger avec le reste du monde. Mais on a besoin d'échanger de manière égale, de manière intelligente et de manière souveraine. Donc la construction de la zone de libre-échange, elle ne se fait pas contre les autres zones. Au contraire, le jour où vous avez un marché unique qui est intégré, qui est digitalisé, où vous avez 1,4 milliard de consommateurs, mais vous devenez encore plus attractif. C'est-à-dire si je suis un investisseur japonais ou un investisseur américain, si on me dit, voilà, tu vas avoir un marché algérien, ou tu vas avoir un marché sénégalais, ou un marché nigérian, et avec des contraintes pour aller ailleurs, pas très intéressant. Mais si on me dit maintenant, si tu investis en Algérie, ou en Égypte, ou en Afrique du Sud, tu as accès à l'ensemble du marché. C'est plus la même chose. On va en parler, augmenter les relations interafricaines avec l'outil de la ZLECAf. Justement, chers téléspectateurs, qu'est-ce que la ZLECAf? Petit rappel avec ce sujet signé Khredine Batache. Lorsque Kwame Nkrumah appelait à l'unité politique et économique immédiate de l'Afrique, ou que Thomas Sankara exhortait les Africains à produire ce que nous consommons, il posait les bases d'un rêve commun. Une Afrique capable de se libérer définitivement de la dépendance et de construire son propre destin. La zone de libre-échange continentale africaine lancée en 2021 s'inscrit dans cette continuité historique.
Avec ses 54 États membres et son marché de plus de 1,3 milliard d'habitants, la ZLECAf est bien plus qu'un traité commercial. Elle est l'expression concrète du panafricanisme économique, bâtir une Afrique unie, forte et souveraine face aux pressions extérieures, dans un monde où les grandes puissances se disputent les ressources africaines. Économiquement, les enjeux sont immenses. Aujourd'hui, les échanges intra-africains représentent à peine 15% du commerce total du continent, contre plus de 60% en Europe ou encore en Asie. La ZLECAf pourrait briser cette dépendance structurelle en stimulant la transformation industrielle locale, en créant des chaînes de valeur africaines et en favorisant l'essor d'entreprises capables de rivaliser à l'échelle mondiale. L'Afrique a les ressources, les talents et une jeunesse dynamique. Il lui manquait l'outil, la ZLECAf, qui doit jouer dans les années à venir ce rôle. Politiquement, l'Union économique continentale est une arme diplomatique. Elle donne à l'Afrique une voix commune dans les négociations internationales, qu'il s'agisse de climat, de commerce ou de sécurité. Elle incarne le rêve du président Nkrumah, d'une Afrique parlant d'une seule voix. Dans un monde fragmenté, elle pourrait devenir le troisième pôle de puissance, équilibrant les relations entre l'Occident, l'Asie et l'Afrique. Cela dit, les défis sont à la hauteur de l'ambition du projet. Il faudra pallier au manque d'infrastructures de transport et d'énergie, les barrières non tarifaires persistantes, les abcès sécuritaires et la corruption des élites, ainsi que les rivalités entre les puissances. Un autre enjeu central étant celui de la souveraineté monétaire, tant que plusieurs pays africains resteront liés au franc CFA, symbole d'une dépendance héritée de la colonisation. L'intégration économique, selon plusieurs observateurs, ne sera pas complète pour certains dirigeants. La dédollarisation serait aussi un objectif pour une Afrique souveraine. Désenclaver l'Afrique, c'est permettre au peuple d'être aussi des acteurs majeurs d'une économie en mouvement, avec notamment l'agriculture locale, l'artisanat et même un tourisme afro-africain et éthique. Alors la ZLECAf, cet outil qui permettrait, en tout cas c'est le but, d'optimiser une intégration interafricaine, c'est porté par plusieurs banques, plusieurs outils financiers également, beaucoup d'acteurs, les initiatives et les projets sont là. Donc on le rappelle, hein, la ZLECAf est une expression de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'ambition est tout simplement une transformation en profondeur de l'Afrique. On parle à l'instant, mais on parle de 450 milliards de dollars pour les économies africaines d'ici 2035, une échéance de 10 ans. Le 10 ans, c'est demain en termes de calendrier économique. Alors, beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis sont là. On a l'impression que les acteurs africains, les présidents, ont une volonté commune pour aller vers davantage d'intégration. Il suffirait aussi que les acteurs économiques soient au diapason de cet agenda. La tâche est extraordinaire, il faut le dire, Mouloud. La tâche est extraordinaire, mais elle n'est pas insurmontable. Encore une fois, on a des exemples historiques. Et je pense que les hommes d'affaires sont très pragmatiques. Donc au-delà de la volonté politique, une fois que les barrières tombent, je parle de barrières douanières bien sûr, une fois que les politiques douanières sont harmonisées, les standards, les normes, une fois qu'on facilite aux entrepreneurs, aux hommes et aux femmes d'affaires africains, là, en fait, c'est une décision d'affaires. Autrement dit, vous ne pouvez pas forcer un entrepreneur à aller dans un pays X ou Y. L'IATF, c'est l'occasion justement de ce carrefour d'échange pour que ces entrepreneurs se rencontrent, parce qu'il y a un aspect aussi de confiance. Pour moi, la monnaie la plus importante dans les échanges, c'est la confiance. La confiance, elle se construit comment? C'est un facteur humain, elle se construit lors des échanges. Et déjà, je pense que nous, Algériens, on a un avantage en ce qui concerne ce processus, c'est qu'on a une excellente perception dans l'Afrique. Donc lorsque les Africains viennent chez nous, la discussion passe très très bien. Donc entre Africains, on se comprend très bien. Après, les deals se passent, bien évidemment, entre entrepreneurs. Le B2B, c'est la clé. L'objectif de la ZLECAf, pour donner quelques chiffres, est de passer en termes de relations interafricaines, de passer de 15 à 30%. En tout cas, c'est le but. Des partenariats vont sans doute être créés autour de cette IATF. Les opportunités sont là, on l'a dit, on l'a vu. Vous en avez parlé tout à l'heure par rapport à cette journée qui vient de s'écouler. Mais concrètement, est-ce que vous voyez des entrepreneurs, des investisseurs algériens aller, je ne sais pas, au Mozambique, en Angola, en Côte d'Ivoire, au fin fond du Nigeria, investir? Est-ce que vous voyez ça? Peut-être pas demain, mais dans quelques temps. Moi, je pense qu'on va être surpris.
Et ce qui va se passer à l'IATF va être déterminant parce que ce n'est pas uniquement du côté algérien, c'est aussi du côté des autres pays africains. Très peu de pays africains connaissent, je parle d'entreprises, je ne parle pas des individus, parce que les Africains connaissent l'Algérie. Le président de la République, M. Abdelmejid Tebboune, l'a rappelé. On a formé en Algérie plus de 65 000 étudiants, d'ailleurs, qui est une ressource extraordinaire. Imaginez ce réseau s'il était mis à contribution. Ça, c'est un autre sujet. Mais les entreprises africaines, les grandes entreprises, ne connaissent pas forcément l'Algérie. Le fait de venir ici à Alger, déjà, ça va être une découverte. Rencontrer leurs homologues, autres grandes entreprises, mais aussi rencontrer les start-up, les petites et moyennes entreprises, les micro-entreprises, voir le dynamisme algérien, le dynamisme des autres entreprises africaines. L'idée, c'est, encore une fois, de créer des espaces d'échange, d'échange B2B. Il y a le B2G aussi, ça c'est un petit peu différent, business to government. Et bien sûr, on a aussi les gros contrats government to government qui vont être moins nombreux, mais qui peuvent aussi amener des montants très très élevés. Des gros montants d'infrastructures, par exemple. Mais le B2B, c'est les PME entre elles, les PME, les startups, les grandes entreprises entre elles. C'est en cours, c'est en train de se passer. Là, c'est là d'où va sortir réellement l'intégration. C'est au niveau local, au niveau régional et au niveau intercontinental. Vous parlez presque d'une révolution culturelle, c'est une révolution. C'est ça? Oui, parce qu'en tant qu'Africain, en tout cas d'approche, on a souvent été amené à regarder ailleurs, en dehors de l'Afrique. Ça fait partie, si vous voulez, presque de notre culture. C'est pas ici que ça se passe, c'est là-bas. C'est là-bas. Ouais. Il faut que ça change. Mais ça change dans le sens d'une espèce de décolonisation de l'esprit. Et qu'on arrête de regarder les autres pays comme étant l'Eldorado. Honnêtement, ça ne l'est pas. Vous le savez très bien, aussi bien que moi. Les difficultés financières, économiques des pays européens et des autres pays, on le sait, on les connaît. L'Afrique, c'est le futur, c'est l'Eldorado. C'est aujourd'hui qu'il se construit. Et il ne va pas se construire avec les autres. Il va se construire avec nous Africains, en travaillant ensemble. Donc c'est une prise de conscience et vous l'avez dit, peut-être une révolution dans les esprits avant tout. Alors il faut investir en Afrique, en tout cas on tend vers ça, on essaye de construire une politique allant vers ça, mais encore faut-il des conditions optimales. Ça, c'est objectif de dénoncer les choses comme ça. Quand on voit par exemple les trois premiers pays d'exportation africains par rapport à l'Algérie de 2023, Tunisie 70%, Afrique du Sud 6%, un petit 6%, déjà ça descend drastiquement. Et puis on a la Côte d'Ivoire 3,6%, un peu avec le Sénégal, avec la Mauritanie, Mauritanie aussi, mais le Sénégal avec les dates. Mais relativement, Mouloud, on oublie de dire que le continent est parfois traversé aussi par des sagas géostratégiques, par des tensions, ça aussi, ça n'aide pas l'investissement quand on a des espaces un peu sous tension. La stabilité, c'est la base du commerce et de l'investissement. Donc, c'est certain que quand une région, par exemple, si on prend la région du Sahel, qui devient, disons, un petit peu plus instable, c'est plus compliqué pour les entrepreneurs ou les investisseurs algériens, ou autres d'ailleurs, d'aller dans ces pays-là. Mais je pense qu'il faut être optimiste parce que sur le moyen et long terme, les choses devraient se régler. Et puis, l'entrepreneur africain, hier, je rencontrais un entrepreneur africain qui a été jusqu'en RDC, en République démocratique du Congo. Il a fait toute la région. C'est quelqu'un qui est extrêmement dynamique. Il est de la région d'Adrar et il a choisi comme ça d'aller de lui-même. Donc, il faut aussi que les entrepreneurs aillent sur les marchés, qu'ils découvrent, qu'ils comprennent la culture des autres pays. La même chose, on veut que les pays africains, que les entrepreneurs viennent chez nous pour comprendre notre culture et comprendre comment les affaires se font ici en Afrique. Alors, la stabilité, c'est la base. Il y a aussi toutes les règles écrites et non écrites qui peuvent freiner, qui peuvent être un frein aux échanges. Il faut que tout cela soit réglé. L'avantage qu'on a, c'est que pendant l'IATF, vous avez aussi des rencontres bilatérales entre ce qu'on appelle décideurs. Donc décideurs au niveau politique, mais décideurs aussi au niveau économique. Pour mettre à plat justement toutes ces différences. Et c'est une construction, ça se fait, c'est pas parfait, ça va prendre du temps, mais l'important c'est de donner le stimuli et l'impetus pour que ça démarre. L'Algérie et l'Afrique, économiquement, c'est plusieurs filières, on l'a dit, électroménager, plasturgie, agroalimentaire, BTPH, pharmaceutique aussi, il faut en parler. Les pays africains sont demandeurs de ces produits, par exemple pharmaceutiques, comme au Sénégal, la Mauritanie, Côte d'Ivoire, même le Rwanda. L'Algérie commence à s'implanter petit à petit au Rwanda. L'Algérie aussi a fortement, vous en avez parlé récemment, fortement amélioré les moyens de transport. Il est
aujourd'hui les plus faciles d'exporter par rapport à la logistique, à la sécurité sur certains... Le maritime aussi. Maritime, bien sûr, sur certains terrains africains. L'Algérie va devoir, d'après ce que vous nous racontez, va devoir augmenter aussi sa capacité de production, puisque le consommateur africain, la quantité est en train d'augmenter. C'est aussi un défi pour l'Algérie. Alors, je dirais que c'est un défi qui est volontaire. Encore une fois, quand vous avez le président de la République qui dit nous sommes présents, nous allons aller de l'avant, c'est tout l'écosystème qui doit suivre. C'est une responsabilité quelque part. Être un leader, c'est une responsabilité vis-à-vis des autres pays qui peut-être sont moins bien dotés ou peut-être ont des situations plus complexes, plus difficiles. Et l'Afrique nous regarde dans ce sens. On nous regarde comme un grand frère. Beaucoup de pays nous voient comme un leader naturel. Donc on a une responsabilité vis-à-vis de ces pays. Vous avez mentionné plusieurs secteurs où l'Algérie peut faire valoir ses forces, ses compétences, son expertise. Il y a un secteur peut-être auquel on ne pense pas forcément. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on pense aujourd'hui à l'Afrique en tant que futur innovateur, continent de l'innovation, les talents, la jeunesse, etc. Mais pour cela, pour qu'il y ait des startups et des entreprises innovantes, on a besoin d'une connexion Internet. Sans Internet, c'est très compliqué. On a besoin de pouvoir développer des logiciels, des produits d'intelligence artificielle. Mais pour cela, il faut de l'électricité. Dans certains pays, si vous sortez des grandes villes, il n'y a pas d'électricité. Et là, l'Algérie peut vraiment aider. Elle a une expertise. Je ne parle pas seulement de production, mais elle a une expertise au niveau électrique, avec des entreprises, pas uniquement des entreprises nationales, des entreprises privées qui ont cette expertise et qui peuvent la mettre au service du développement des grids électriques dans ces pays-là. Et si vous avez l'électricité, vous allez avoir donc Internet, vous allez avoir le digital et l'économie numérique qui va pouvoir se développer. Sans électricité, il n'y a pas d'Internet. Et sans Internet, pas d'économie digitale et encore moins d'intelligence artificielle. On l'oublie, hein, l'intelligence artificielle, c'est accessible à tous, à condition qu'il y ait de l'énergie. Alors, bien entendu, c'est des questions, c'est des sujets, on pourrait faire des émissions simplement sur ces thématiques-là qui sont de première importance. Mais est-ce qu'on n'a pas délaissé, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas sous-investi un domaine comme la communication, la publicité? Est-ce que l'Algérie fait assez de choses pour faire valoir ses produits, son savoir-faire? Est-ce qu'on s'exporte au niveau de l'image comme le font certains pays? Est-ce qu'on n'a pas peut-être un déficit par rapport à ce secteur-là? Probablement que pendant longtemps, on a été absent. Et la politique de la chaise vide ne fonctionne pas. La nature a horreur du vide. Absolument. Donc la place est prise par d'autres, forcément. Et donc, mais ces dernières années, la prise de conscience, elle est là. Et donc l'Algérie est de retour. Mais bien sûr, on a un retard qui a été accumulé. Ça demande beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites. On n'en entend pas forcément parler, mais un organisme qui s'appelle Tasdir, que vous connaissez, oui, qui accompagne les exportateurs algériens, les entreprises, y compris les startups. J'étais en février dernier à Doha, au Qatar, grâce justement à ce programme où on a emmené des startups. Donc Tasdir participe à énormément de salons, y compris en Afrique, mais pas suffisamment. Donc les produits, les services, les entreprises algériennes, si elles ne sont pas connues, ben, on ne va pas y penser. Donc elles doivent être beaucoup plus présentes. Bien sûr, l'État peut faire sa part, peut soutenir, subventionner. Hein. Tasdir, c'est 80% quand même, un des frais. Oui. Hein. Subventionner, mais encore faut-il que l'entreprise soit agressive. Donc moi, je pense que d'abord, les entrepreneurs algériens doivent prendre confiance en eux. Ils ont des produits et des services qui sont demandés en Afrique, qui vont être demandés. Il faut être plus agressif, il faut aller vers les marchés africains, il faut faire leurs études de marché, il faut trouver des partenariats. Si on ne le fait pas, d'autres vont le faire. Les gens ne vont pas venir frapper chez vous comme ça. L'avantage de l'IATF, c'est que c'est chez nous. On est à la maison. Donc c'est vrai que l'Afrique vient chez nous, mais ça ne suffira pas. Il va aussi falloir être aussi beaucoup plus ambitieux. On a rencontré beaucoup d'acteurs africains, des acteurs du commerce et de l'investissement qui nous ont dit que les produits algériens étaient très compétitifs et très demandés. Par exemple, le rond à béton qui est très connu, par exemple, qui s'exporte même jusqu'aux États-Unis. Hein. On a par exemple le ciment, le pharmaceutique, on en a parlé il y a quelques minutes. Mais si on prend par exemple juste le secteur du médicament, qui est un secteur très sensible, si les pharmacies centrales africaines sont demandeuses du produit pharmaceutique, il faut derrière
à travers ce partenariat, qu'il y ait des gens que ce partenariat dure sur le temps, c'est-à-dire qu'ils vont investir également sur les normes de stockage, sur la logistique, c'est-à-dire c'est pas one shot comme on dit en économie, Absolument. mais c'est sur le long terme. Et ça, il faut aussi à la fois une volonté politique, mais aussi une volonté des acteurs économiques. C'est toute une. Et là, c'est une stratégie qui est un peu plus complexe parce que l'exemple que vous donnez, le pharmaceutique, vous savez que dans les pays, tous les pays, c'est réglementé. Donc il y a un aspect réglementaire. Et là, pour une entreprise seule d'aller dans un pays et essayer de rentrer dans ce marché-là, c'est plus complexe. Par C'est exemple, là où l'Ouganda, tu vois, des pays un peu plus c'est là où les autorités peuvent aider tout un écosystème. Donc, il faut un cluster d'entreprises pharmaceutiques. On a des champions qui fassent l'effort et elles peuvent être soutenues justement par nos autorités pour la partie réglementaire. Parce qu'il y a une harmonisation qui est nécessaire. On ne peut pas rentrer sur un marché pharmaceutique, marché du médicament, du jour au lendemain. C'est vrai pour nous aussi. Un acteur africain ou autre ne peut pas rentrer sur le marché algérien. Mais même sur ça. les autres filières, par exemple, il y a peut-être des filières qui sont très protégées. Il y a une législation peut-être avec laquelle il faut se familiariser. C'est ce qu'on appelle des barrières non tarifaires. C'est justement ce genre de barrières qui ne sont pas forcément visibles, qui sont un peu cachés et qui font que le marché reste fermé quand même. Donc de manière visible, il n'y a pas de barrière, regardez, il y a 0 droit de douane. Mais si la réglementation empêche un produit étranger, par exemple un médicament, de rentrer, la barrière reste quand même. Donc là, il y a un effort à faire pour harmoniser les réglementations et bien entendu les autorités, via le ministère de la Santé, via les ambassades, peuvent soutenir les entrepreneurs. Il y a aussi l'idée de créer ce qu'on appelle, ça se fait d'ailleurs pour beaucoup de pays, des conseils d'affaires entre les deux pays. Par exemple, il y a un conseil d'affaires algéro-sénégalais. Il y a un conseil d'affaires algéro-mauritanien. Il y en a peut-être 5 ou 6 avec des pays. Il faudrait avoir des conseils d'affaires pour tous les pays africains. Parce que pourquoi? Le conseil d'affaires, c'est les entrepreneurs des deux pays qui se rencontrent. C'est une plateforme où on se rencontre physiquement, on se de rencontre législation. une fois à Alger, une fois chez eux. Et puis on peut aussi faire pression sur les autorités locales et chez nous pour abaisser certaines barrières justement réglementaires. Donc il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. À mon avis, il faut qu'on se concentre en Algérie sur les secteurs où on a clairement des avantages comparatifs et des avantages compétitifs. Vous les avez nommés, je vais juste rajouter une chose, c'est tout l'aspect innovation et savoir. Parce que ça, c'est pas nécessairement tangible. Bien sûr. Mais les startups algériennes sont très performantes, notamment en IA, et elles peuvent aussi contribuer à ça. Alors Mouloud, on reprend la discussion tout de suite après la coupure pub. On revient tout de suite après, chers spectateurs, dans quelques minutes. Deuxième partie pour discuter de l'IATF et les sous-thématiques. Beaucoup de choses à dire. On a évoqué le développement interafricain, le taux de croissance aussi dans le futur qui se dégagera de ce continent où la compétition sera ardue. L'Algérie est en pole position. On l'a expliqué pourquoi, avec quels outils. Et justement, pour continuer cette discussion, je reçois sur ce plateau Khalidine Batache, spécialiste de l'économie, collègue ici à 24 News. Bienvenue, Khalidine, merci. Bonsoir Karim. Heureux de t'avoir avec nous pour discuter sur ce taux de croissance qui se dégagera de l'Afrique. L'Afrique est un marché de compétition, également de convoitise des grandes puissances. Les exportateurs algériens vont aussi dans une forme de guerre commerciale, il faut le dire. On l'a expliqué pourquoi avec Mouloud. L'Afrique n'est pas acquise. Khalidine Batache, toi qui travailles sur l'Afrique depuis pas mal d'années, l'Afrique n'est pas un terreau acquis, mais c'est surtout un terreau où on devra faire nos preuves. Bien entendu, Karim, l'Afrique n'est pas acquise. Il faut dire que les Africains ont compris tout l'enjeu de la compétitivité et de la compétition. Et qui dit compétitivité et compétition dans un continent qui regorge de ressources naturelles, dit aussi qu'il faut un certain nombre de mécanismes pensés, étudiés, planifiés à court, moyen, long terme afin de pouvoir exploiter ces ressources naturelles. J'entends par là les matières premières, d'autant plus que ces matières premières ne sont pas celles d'hier, c'est-à-dire pas seulement des ressources fossiles qui proviennent du sous-sol, c'est-à-dire des hydrocarbures, mais des matières premières de demain, c'est-à-dire des métaux rares. L'Algérie, on dispose d'une bonne partie d'ailleurs, et donc ces outils vont permettre à ce continent africain de bien planifier la manière dont il exploitera lui-même, pour les peuples africains,
ces ressources naturelles. Les chiffres par rapport à la croissance, il faut les rappeler dans ce contexte de commerce intra-africain et d'intégration économique. L'Afrique subsaharienne, vous n'êtes pas sans le savoir, Karim Bouaziz réalise depuis déjà quelques années les meilleurs chiffres en matière de perspectives de croissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans ces rapports réguliers qui paraissent chaque trimestre. Prenons l'exemple de l'Algérie, le président Tebboune le rappelle à chaque fois, c'est le pays qui réalise le meilleur taux de croissance dans le bassin méditerranéen depuis pratiquement plus d'une année. On a vu hier les chiffres publiés par l'Office national des statistiques, les derniers chiffres par rapport aux performances économiques de l'Algérie, ils sont très encourageants. Tout ça pour expliquer que tout est mis en œuvre pour que peut-être les locomotives, vous en avez parlé, du continent africain qui tentent de mettre en œuvre, d'appliquer sur le terrain tous les dispositifs de cette zone de libre-échange africaine parce que c'est elle, la locomotive, qui va tirer le commerce intra-africain, permettre de dépasser certaines barrières d'ordre logistique, législatif également, et pouvoir donner sa pleine mesure à cette ZLECAf qui va permettre, dans un contexte de fragmentation ailleurs et de recul de la mondialisation, il faut le préciser, dans différentes contrées de la planète, permettre à cette Afrique de dessiner son propre modèle de, entre guillemets, mondialisation à l'africaine. Alors pour dessiner son propre modèle, il faut justement bâtir, esquisser des partenariats. On a parlé il y a 2 jours du Tchad avec le réseau aérien. Aujourd'hui, il y a un autre pays dont on a beaucoup parlé, c'est le Mozambique. Et je crois que vous avez des choses à nous dire. Alors le Mozambique, dont le chef de l'État, le président Daniel Francisco Chapo, fraîchement élu, a effectué sa première visite en Algérie en marge de cet événement IATF dans lequel il a pris part. Il a été reçu aujourd'hui à la présidence algérienne par le président Abdelmajid Tebboune. Des accords ont été signés, pas moins de 6 accords ont été signés entre les deux pays qui entretiennent des relations historiques, inutiles de les rappeler, entre ces deux grands peuples qui ont dû combattre la domination occidentale, le colonialisme. Ces deux pays, en ayant en tête le passé, regardent vers l'avenir. Le Mozambique est un pays qui ressemble un peu à l'Algérie, ça veut dire qu'il s'assied sur des ressources naturelles très riches, notamment du gaz naturel offshore. Et le Mozambique subit des pressions pour pouvoir exploiter, pas comme il le souhaite peut-être toujours, ces ressources en hydrocarbures. Donc le rôle de l'Algérie, un pays pionnier dans l'exploitation des hydrocarbures, sera bien entendu d'aider le Mozambique à disposer d'une feuille de route viable en matière de développement de ces hydrocarbures et, comme le fait l'Algérie, lui permettre de profiter, de mettre les ressources tirées de l'exploitation des hydrocarbures dans le développement d'autres secteurs hors hydrocarbures, et c'est tout l'esprit de l'intégration économique africaine. Est-ce que ça fait partie des accords qui ont été aujourd'hui discutés, débattus entre les deux représentants, à savoir algérien et celui du Mozambique ? Alors, il n'y a pas eu de déclaration commune, malheureusement, des deux chefs de l'État. Les discussions ont été élargies aux deux délégations après que les deux chefs d'État ont discuté en tête-à-tête. Mais les recommandations qui commencent à émaner de cette 4e édition de l'IATF nous donnent un aperçu de ce que sera la relation économique entre l'Algérie et le Mozambique, très éloigné géographiquement. Et ça veut dire tout simplement qu'il va falloir mettre le paquet, encore une fois, sur les infrastructures logistiques, routières, aéroportuaires, mais également ferroviaires. Cela passe notamment à travers les 9 corridors qui existent déjà sur le continent africain, et c'est ce qui va permettre tout simplement, pour parler franc, aux produits algériens, par exemple aux hydrocarbures, de se retrouver sur les étals des supermarchés au Mozambique et vice-versa. Le commerce intra-africain, l'intégration économique en Afrique, c'est pas plus compliqué que ça. D'abord, Karim Bouaziz, il faut mettre tout simplement les mécanismes qui permettront aux produits de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, de l'Égypte de se retrouver en Afrique du Sud, au Mozambique, en Angola et ailleurs, et vice-versa. Je crois que Mouloud Khalif partage la même vision. C'est presque une toile d'investissement qu'il faudrait d'investissement, mais aussi faire. de logistique. Là. Quand on parle de commerce,
Le Mozambique, effectivement, c'est pas la zone proche de l'Algérie. Il y a d'autres pays très intéressants dans le sud, dans l'est, sud et ouest de l'Afrique. Pour que l'Algérie puisse se projeter vers ces zones-là, il y a un défi logistique. Donc là, il faut regarder ça. Et c'est là où l'IATF joue un rôle. C'est de mettre en commun toutes les forces pour créer des plateformes logistiques intra-africaines pour qu'il y puisse avoir un échange. Le Mozambique et l'Algérie, c'est très éloigné. Donc ferroviaire, oui, il y a l'aérien, il y a le maritime. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait des pays entre les deux qui seraient des plateformes. Et c'est très probablement la ville de Lagos qui va être le trait d'union entre le Mozambique et l'Algérie à travers cette transsaharienne. C'est aussi simple que ça. Karim. Et Lagos qui va recevoir l'IATF dans 2 ans. Exactement. Alors il y a le représentant du Mozambique le premier jour qui a fait un discours à la fois bien sûr politique, de développement aussi du futur, mais il a fait appel à une sagesse africaine en regardant les représentants officiels de l'Afrique en leur disant regardez, pour venir à Alger, pourtant vous venez d'Afrique, pour venir à Alger vous êtes passé par des aéroports européens. Comment peut-on parler de souveraineté dans ce cas-là ? Comment on peut parler de souveraineté dans ce cas-là ? C'est une sagesse africaine, tout y est en une phrase très courte. Absolument. Donc, que ce soit au niveau maritime, au niveau ferroviaire ou aérien, le défi, il est logistique. Et si on parle de mobilité, donc des produits, des services et des personnes, en termes de coûts, en termes de coûts de transaction, aujourd'hui, ça coûte moins cher pour la plupart des pays africains d'exporter vers la Chine que d'exporter vers leurs voisins. Donc là, il y a une aberration totale pour le commerce, mais aussi pour la mobilité des personnes. Quand on parle d'innovation, de recherche et de start-up, il faut qu'on puisse maintenant envisager une mobilité de ces entrepreneurs. Mais si l'entrepreneur algérien, pour aller au Mozambique, puisqu'on parle du Mozambique aujourd'hui, qui est à l'honneur, il est obligé de passer par un pays du Moyen-Orient ou un pays européen. Il est obligé de passer par un hub. C'est quand même, et même en termes de coûts. Donc là, il y a une démarche qui est vraiment très importante, qui doit être stratégique. On n'a pas besoin d'ailleurs des 54 pays pour ça, on a besoin de quelques pays clés. Pour créer des hubs. Pays locomotives. Voilà. Est-ce que ça prend du temps, ce type de projet, comme ça, concrètement ? Bien sûr, on ne peut pas donner une échelle, mais est-ce que ça peut être... S'il y a la volonté politique, s'il y a les acteurs... Franchement, là, une ligne ferroviaire, c'est quand même plus long, mais créer une ligne aérienne, c'est pas très long. Un élan économique avec tout autour une toile logistique pour tendre vers plus d'intégration africaine entre les deux pays, comme le Mozambique, ou même des pays comme, je sais pas, la Mauritanie, je crois que c'est fait, mais le Sénégal, le Niger, tout ça, est-ce que c'est possible ? Alors, je pense que la volonté politique, c'est le cadre. Ça donne un cadre aux entrepreneurs. Et puis, c'est un petit message. Allez-y, c'est ouvert, il y a un feu vert entre les deux pays. La relation politique est au meilleur. Donc là, c'est aux entrepreneurs de faire le travail. Encore une fois, je le dis tout à l'heure, d'être plus agressif, mais aussi de pousser les autorités des deux pays. Parce que s'il n'y a pas un intérêt, les autorités vont dire, bon, peut-être que personne n'est intéressé. Il faut qu'il y ait un intérêt des entrepreneurs qui mettent la pression et qui fassent remonter l'information en disant, regardez, les coûts sont trop importants, on a besoin d'aide pour ça et ça. Pour créer justement ces facilités, ces corridors. Le terme corridor, il est assez clair. Créer vraiment un corridor pour faciliter les échanges dans ce cas-là, entre l'Algérie et le Mozambique. La volonté politique est claire. Karim, si vous permettez, il y a des échelons, des jalons qui existent déjà dans le cadre de la vision de l'Union africaine pour le développement économique, à savoir 2030 en ce qui concerne la ZLECAf, c'est-à-dire passer de 15% des échanges commerciaux globaux entre les pays africains à 30%, puis à 60%. Et l'agenda 2063 de l'Union africaine qui scellera d'ailleurs les 100 ans de la création de cette structure interétatique africaine, l'OUA, puis l'Union africaine. Et donc, c'est cela les échelons, les calendriers à moyen, long terme qui ont été établis. Maintenant, il est aussi, au-delà de la volonté politique, il va falloir se retrousser les manches, travailler entre secteur public, secteur privé. Vous avez parlé de cet aspect logistique concernant les lignes aériennes. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite pour l'inauguration de la foire de l'IATF à la SAFEX, s'est adressé aux dirigeants de la compagnie nationale algérienne, lui disant qu'il faut que le vol Alger-Johannesburg, par exemple, fasse escale
N'Djamena, et donc c'était en réponse à une autre demande formulée par le président du Tchad qui, on le rappelle, a effectué une visite stratégique en Algérie à l'occasion de cette 4e édition de l'IATF. Le président Idriss Déby Itno qui a demandé à l'Algérie à ce que la route transsaharienne s'étende au Tchad. Voilà un autre exemple de pays qui veulent stimuler les échanges existants. Voilà. Dans le cas de la ZLECAf, en profitant, en exploitant au maximum les plateformes logistiques qui sont en cours de réalisation ou qui ont été réalisées déjà. Vous assistez souvent, qui dit route dit réseau dit des marchandises avec des coûts régulés, des marchandises aussi qui montent en gamme, avec peut-être drainer l'emploi tout autour, avec aussi une espèce de combinaison culturelle et même économique. Ça commence par là, c'est le réseau. C'est pour ça que l'Algérie insiste aussi sur le réseau, les routes. Mais regardez, ici chez nous, pensez-y, il y avait avant l'autoroute Est-Ouest et il y a après l'autoroute Est-Ouest. Donc imaginez sur une échelle encore plus grande, si on arrive à finaliser toutes ces voies vitales, pour moi c'est des voies vitales à la fois pour le commerce, mais aussi pour la mobilité des personnes, ça sera finalement le plus gros challenge. Le plus gros challenge, c'est en termes d'infrastructure. Le deuxième plus gros challenge, c'est les mentalités, et ça c'est une autre affaire, ça prend un petit peu plus de temps. L'IATF peut aider parce que l'IATF c'est une prise de conscience, c'est pas juste une foire, c'est vraiment un carrefour d'échange, et il y a un aspect humain. Il faut que les gens, je disais tout à l'heure, prennent confiance en eux, et aussi aient confiance aux autres. La confiance, c'est la monnaie la plus importante dans les échanges. Se rencontrer, se connaître, beaucoup d'Africains vont venir, d'autres pays africains vont venir en Algérie, un petit peu avec peut-être des appréhensions, en disant qu'est-ce que c'est, je ne connais pas, parce qu'il y a l'ignorance. Ils vont arriver, ils vont découvrir Alger, ils vont être complètement, je dirais, enthousiastes. J'ai déjà discuté avec plusieurs et qui ne connaissaient pas l'Algérie. Donc imaginez l'entrepreneur, il découvre, il voit le potentiel, il va rencontrer d'autres entrepreneurs et c'est comme ça que ça se passe. On oublie le facteur humain. Donc un événement comme l'IATF, c'est aussi un carrefour d'échange entre êtres humains, pour apprendre à se connaître et pour qu'on arrête l'état d'esprit, arrêter de regarder toujours les autres pays, les pays européens, les autres pays de l'Afrique comme étant la solution. La solution, on peut la trouver ici. On n'a pas de complexe à avoir, on doit être confiant que c'est en Afrique, avec les Africains et entre Africains qu'on peut développer ce continent. Ça ne nous empêche pas de commercer, de faire des échanges avec les autres zones, mais de manière égale, et en ayant quelque chose à mettre sur la table, en faisant valoir nos forces, nos compétences, nos talents, notre jeunesse et notre pouvoir d'innovation. Au fond, ce que vous nous dites, Moutrlif, vous nous parlez de la culture en fait, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. La révolution peut-être, la révolution est trop fort, mais ça s'est fait en Algérie à partir de 2016, lors des assises. Là, on a commencé peut-être à dégager, en tout cas vouloir dégager les potentialités pour l'entrepreneur algérien, mais pour cela, il faut un accompagnement. C'est en train de se faire. On a rencontré plusieurs acteurs africains qui nous ont dit, quoi qu'il arrive, il y aura un avant et un après l'IATF Alger, puisqu'on a pris langue, on s'est rencontrés physiquement, on a échangé autour de nos législations, de nos cultures d'entreprise. Donc déjà, c'est positif en soi. Absolument. Oui. Absolument. Je pense que peut-être Khaldin rajoutera. Oui, bien entendu, c'est positif. Il s'agit d'une culture, c'est la culture, on ne va pas dire, je n'ai pas envie d'utiliser l'expression libre marché, mais c'est un peu ça. Il y a une manière peut-être dont l'Afrique devra s'approprier de libérer les initiatives à travers une espèce de marché commun, parce que la ZLECAf, c'est un marché commun qui va abattre les frontières géographiques pour permettre aux biens, aux services, mais également, on l'espère, aux capitaux, de circuler librement à l'intérieur d'un cadre géopolitique qui a été décidé par les chefs d'État africains. Et donc c'est cela la volonté. Je le rappelle encore une fois, pourquoi on fait ça? Eh bien pour permettre des produits du Rwanda, du RDC de se retrouver en Algérie ou ailleurs, mais au-delà de ça, il faut qu'ils se retrouvent en Europe. Au lieu que des produits européens se retrouvent en Afrique, on aimerait tout simplement inverser la tendance. Pourquoi on aimerait inverser la tendance? Parce que la dynamique géopolitique nous a montré que le projet de la mondialisation façonné par un esprit néolibéral occidental est en train d'échouer. On l'a vu durant la période Covid-19, la majorité des grosses industries européennes qui avaient délocalisé un certain nombre de leurs chaînes de valeur en Asie, entre parenthèses, en Chine, ont commencé à réfléchir à ce qu'on appelle de la colocalisation et donc ramener ces industries qui coûtaient moins cher en Asie et qui
du coup, après le passage de la crise Covid, coûtait beaucoup plus cher à ce qui était plus proche géographiquement. Qu'est-ce que l'Europe a de plus proche qu'un continent africain avec de telles ressources? Relocalisé. Voilà. Et donc, il y a l'idée qui a germé d'un hinterland, une espèce d'interland, peut-être qui commencerait dans la région de l'Afrique du Nord. Et c'est pour ça que l'Algérie met le paquet, encore une fois, vous l'avez rappelé Karim, sur les infrastructures, parce qu'on ne veut pas tout simplement faire du commerce, de l'import-export avec les acteurs du monde européen, occidental. On veut que ces industries viennent s'installer chez nous, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, produire ici avec un bon taux d'intégration et permettre à l'Algérie tout simplement d'exporter vers les pays africains des produits pharmaceutiques, de la manufacture, de la transformation agroalimentaire, des produits agricoles. Et c'est de cette façon tout simplement qu'on va pouvoir donner vie, corps, âme à cette EUSLECAF, plus simplement du monde. Et au-delà du commerce et des échanges import-export, on peut aussi imaginer qu'il y a la partie coproduction. Oui. Et je vais donner un exemple. L'Algérie a des avantages comparatifs uniques en Algérie et peut-être même en Méditerranée. Et donc, vous imaginez que lorsqu'on intègre un marché de 1,4 milliard d'habitants, donc de consommateurs, les zones autour de l'Afrique, les autres zones, les autres régions, vont regarder ça de manière très intéressante. Et l'Algérie est positionnée idéalement au carrefour méditerranéen, carrefour africain, carrefour Moyen-Orient, arabe, européen, méditerranéen, peu importe. Porte de l'Afrique aussi. Absolument, nous sommes la porte naturelle. Donc imaginez l'entrepreneur qui voudrait investir en Afrique, qui voudrait produire en Afrique. L'Algérie est l'endroit idéal parce qu'elle a des avantages comparatifs, notamment en termes d'énergie. Donc l'investissement direct étranger peut être très très intéressant pour notre pays pour coproduire entre prix africains ou non africains, ici chez nous, dans le but d'exporter, pas seulement en Afrique, mais aussi d'exporter vers l'Europe, vers les États-Unis et vers la Chine. Donc là, on arrive à une formule gagnante. Avec des valeurs ajoutées et des avantages comparatifs par rapport à d'autres produits. La valeur ajoutée restera en Afrique et on pourra montrer aussi à d'autres régions ce qu'on est capable de faire avec des chaînes de valeur soit nationales ou régionales. Alors, ça ne sera pas simple, il faut le dire, Karim. Il faudra, pour revenir à l'aspect culture, la culture de la compétitivité. Il faudra que nos entreprises s'imprègnent de cette culture de la compétitivité parce qu'être compétitif par rapport à des produits qui nous viennent d'Asie, qui ont des années d'expérience par rapport à comment intégrer, pénétrer des marchés, il va falloir s'emparer de cette culture entrepreneuriale qui donnera justement à nos entreprises cet avantage comparatif qui est celui de bien s'imprégner en matière de culture, de compétitivité, comment dégager tout simplement des axes qui rendent nos produits, nos entreprises meilleures, plus intéressantes, moins chères que des produits venant d'Asie ou d'autres contrées lointaines. Alors on parlait tout à l'heure de mondialisation, comme quoi une mondialisation qui a un bilan plus ou moins, on va faire attention aux mots, mais en tout cas en dents de scie, surtout sur certains pays, type la Grèce, on ne va pas tous les énumérer, mais en tout cas le bilan est là et difficile pour certains peuples. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, lui, il a parlé d'une forme de soft power qui ne dit pas son nom en disant on peut parler d'économie, mais d'économie avec de l'éthique, avec des valeurs. Vous, peuple africain, vous, frères africains, on sait par quoi vous êtes passés, on sait les combats que vous avez menés contre peut-être une volonté de vous prendre vos ressources, on ne vous a jamais respecté, nous, on vous connaît, on est même des vôtres, on est des semblables. Est-ce que ça pourrait être un facteur presque je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas de fraternité naturelle pour faire du développement économique. Moi, je pense, même si on parle en termes économiques, c'est notre avantage concurrentiel. L'Algérie a cette perception en Afrique d'être, comme je vous ai dit, pour beaucoup de pays, un grand frère. On a mentionné tout à l'heure le chiffre, plus de 60 000 ou 65 000 étudiants africains subsahariens qui ont été formés dans nos universités et qui continuent à être formés. Hier, j'étais avec le président de l'association des étudiants africains en Algérie et il m'a appris des choses. Les étudiants africains sont dans toutes les universités algériennes, y compris dans le sud. Donc l'Algérie a toujours fait ça très discrètement d'ailleurs. De la même manière que le président Abdelmadjid Tebboune a effacé la dette, l'Algérie a effacé la dette de 14 pays. C'est quelque chose qui s'est fait relativement discrètement. On n'a pas besoin d'aller en faire la promotion. De bonne volonté, exactement. Donc, si vous voulez, on a une stature, on a une position.
c'est peut-être ce que vous avez dit, c'est une mondialisation avec des valeurs. Voilà. Un développement durable avec des valeurs, qui est une alternative à ce qu'on a eu jusqu'à présent et qui n'a pas démontré ses résultats, en tout cas à moyen et long terme. C'est le capitalisme pur et dur qui a été la norme pendant très longtemps. Oui. Donc les pays africains ont accès maintenant à ce modèle, qui est un modèle alternatif. Ils peuvent choisir aujourd'hui les Africains. D'ailleurs, qui correspond à la culture africaine. Si vous regardez dans tous les pays africains, cette culture de valeurs existe et d'éthique. Merci beaucoup, Mouloud Khelif. Je rappelle que vous êtes fondateur. Dernier mot, Karim, peut-être avant de conclure. Les mots du président Abdelmejid Tebboune peuvent faire office tout simplement d'un storytelling à l'africaine en faveur d'une intégration économique réussie. On en parlera toute la semaine avec vous-même, Khaïn Batache, même vous, Mouloud Khelif. Je rappelle que vous êtes, vous, Mouloud Khelif, fondateur SPJ Advisory, président Conseil scientifique et technique Algerian Adventure. Merci d'avoir nourri les échanges. Khaïn Batache, spécialiste en économie, merci également d'avoir apporté vos points de vue concernant le sujet de l'IATF et bien d'autres sujets inhérents. Merci téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve très vite.